le ressenti du contrôle. C'est humiliant d'être non seulement contrôlé à raison parce qu'on est noir ou arabe, et surtout de l'être de manière récurrente, 1 fois, 2 fois par jour, 5 fois par semaine, etc. Et c'est toujours des jeunes gens. Et l'une des études, l'une des enquêtes qui a été menée montre que ce sont des jeunes gens, souvent très jeunes. Et Human Rights Watch a montré dans une étude là, de cette année que c'était des enfants de 12-13 ans qui étaient contrôlés. On imagine ce que c'est le trauma d'être contrôlé de manière régulière, comme si ils n'étaient pas des citoyens comme les autres. Toutes les études montrent que ça ne sert à rien, sauf à asseoir une sorte de domination, c'est tout. Ça n'élucide rien, ça ne permet pas de mieux pénétrer la compréhension d'un quartier, rien. Donc c'est humiliant et inefficace. Toujours, tout de suite. Parce qu'il faut faire attention aux dommages collatéraux. Je vais prendre un exemple très concret. Si par exemple, il y a trouble à l'ordre public et que... Et je crois que ce serait encore une fois une erreur de se priver de ces outils ou plutôt de les entraver. Vous savez, les policiers, ils se lèvent pas le matin en se disant « aujourd'hui je vais contrôler des personnes qui seraient plutôt de type arabe ou plutôt de type black ou plutôt asiatique ou plutôt européen ». Non. On travaille pas forcément très bien avec... Puis il y a eu une condamnation de l'État, je parle de cette condamnation notamment par rapport à la Cour de cassation, mais relativisons. C'était par rapport à 3 dossiers sur des millions de contrôles d'identité qui sont effectués. Donc c'est pour ça que lorsqu'on dit il y a des contrôles faciès, tout de suite on va mettre en fait les millions de contrôles d'identité dans le cas des contrôles faciès discriminatoires. Et non, la police n'est pas discriminatoire, non, elle ne procède pas à des contrôles faciès.